Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire low code, no code. Alors, on insiste un peu sur les deux points. Fait dans une journée un peu spéciale. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont de chez eux. Parce qu'en tout cas, c'est mon cas. Je pense que c'est ton cas, Hervé, aussi. Absolument. Donc, voilà, vive les moyens modernes. On aurait pu faire un meeting physique pour ça, mais c'est tant mieux que ce soit un webinaire parce qu'on aurait dû l'annuler dans ce cas-là, bien sûr. Alors, donc on va parler un peu de ces concepts. Voici le sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va passer un tout petit temps pour définir les objectifs. Les intervenants, on va se présenter, donc Hervé et moi. Après, on va bien sûr montrer les principes, les avantages. Un petit point important sur démystifier les idées reçues à propos de ce genre de technologie. Hervé nous fera quelques recommandations vu son expérience dans ce domaine-là. Et puis après, on commence sur des exemples physiques de mise en œuvre, donc notamment dans le retail, dans la banque, avec un peu d'intégration IA, chatbot et ainsi de suite. Et on va faire un petit chapitre sur le no-code aussi, puisque c'est très important. Et puis finalement, en faisant ça on est là, c'est un peu comme une discussion. Donc, moi, les questions-réponses, il ne faut pas hésiter, ce sera le but. Et on va essayer de faire ça un peu interactif le plus possible. Voilà, donc c'est un peu l'agenda qu'on va voir aujourd'hui. Donc, sinon, on va passer directement dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi cette le code? Alors, on va passer dire sur le slide suivant. Alors, excusez-moi, on va se présenter, excusez-moi d'abord. Donc, je me présente, je suis Olivier Picciotto, je suis donc le lead de Convertigo, donc une boîte, un éditeur de logiciel, un peu impliqué bien sûr dans le low-code. C'est une entreprise qu'on a fondée il y a quelques années sur le sujet. Nous sommes un des acteurs sur le sujet, bien sûr, pas le seul. Là, je suis là pour vous dire à quel point le low-code, c'est important. Après, on verra que Convertigo, c'est une offre low-code aussi. Et je pourrais vous défendre après Convertigo dans le monde du low-code. Mais on n'est même pas là pour ça. On est là aujourd'hui pour bien comprendre ce que c'est cette histoire de low-code et voir un peu ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Hervé, je t'en prie. Oui, tout à fait. Donc, Hervé Bébin, je suis consultant et DSI, par ailleurs directeur général d'Infortif Transition. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec Olivier et d'approcher la solution Convertigo. Et donc, j'apporterai mon retour, mon expérience avec la casquette de consultant ou de DSI, ce qui est parfois un petit peu pareil, pour savoir à quel moment on peut avoir intérêt d'utiliser des applications comme celle-là et surtout quelles sont les recommandations pour les mettre en œuvre et pour gérer le projet. Très bien. Alors, nous allons passer donc au programme de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le code, c'est quoi? Alors, bon, on définit ça rapidement dans on a pas mal de littérature sur le sujet. Moi, je dirais un truc très simple en fait. C'est tout simplement programmer moins pour avoir le même résultat que si on programmait plus. Voilà, c'est très simple. En gros, comment obtenir la même chose au niveau application, mais en programmant moins et en travaillant moins, voilà, et en faisant moins de code, tout simplement. Alors, tout simplement parce que les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui nous permettent de faire ça. Vous ne pouvez pas vraiment faire ça à l'époque. Alors, qu'est-ce que ça va faire? On va en gros tout simplement éviter, bien sûr, la complexité technique. Développer, il y a une partie fonctionnelle très importante qui est en fait quand même faire ce qu'on veut faire, hein, donc programmer l'application, développer l'application. Mais en fait, on est embêté par des dizaines et des dizaines de complexités techniques qui en fait ralentissent tout et qui n'ont absolument aucun intérêt pour le fonctionnel de l'application. Ça, il faudrait que toute cette chose-là devrait être vraiment fait par la plateforme et pour que le développeur ne s'embête pas à s'occuper de toutes ces choses-là, en fait. Ce qui fait gagner un temps évidemment considérable. Autre point, Hervé en parlera un peu plus tard, dans les approches modernes de développement d'applications, on le fait tous maintenant, c'est devenu un peu à la mode, mais il y a quelques années, ce n'était pas encore le cas. En fait, on part du design, en fait, on part souvent des écrans, plus que de se partir de la donnée, plus que partir du flux, plus que de partir des process. En fait, souvent, les écrans et l'UX déterminent en fait notre application. Donc, à partir du moment où on a des outils visuels de drag and drop, qu'on peut construire des interfaces utilisateurs visuellement, bon, déjà, on gagne un temps énorme. Et on va voir aussi que souvent, ces outils visuels, ils existent aujourd'hui, mais une fois qu'on les a fait, qu'on a fait les maquettes, il faut tout recommencer pour faire le vrai développement. Une technologie low-code permet justement de ne pas faire ça. Ça veut dire de gagner cette étape.
On va pouvoir modéliser nos écrans directement sans avoir à redévelopper tout ça le jour où on doit vraiment faire l'application. D'où un gain de temps absolument évident. Un autre point, on n'y pense pas toujours, mais c'est la maintenance. En fait, la maintenance, c'est une fois que l'application est là, ben, il faut la maintenir. Elle vit dans le temps. Mais en gros, il y a une équation moins de code égale moins de maintenance. C'est simple, c'est mathématique. Et on va pouvoir donc beaucoup plus facilement maintenir donc, une quantité de travail faible par rapport à une grande quantité de travail. Ça paraît évident. Un petit corollaire à ça, c'est aussi les bugs. Moins de code égale moins de bugs, en fait. Hein. Ça, c'est aussi une corrélation mathématique. Donc, ça va un peu de pair avec la maths, bien sûr. Alors après, il y a un point aussi assez important sur lequel nous on peut insister. On a dit tout à l'heure que la complexité technique était atténuée. Ça veut dire que les développeurs, en fait, peuvent se concentrer sur la partie fonctionnelle. Et donc, on peut avoir plus de développeurs fonctionnels, des développeurs métiers, des développeurs qui connaissent exactement finalement les besoins métiers des choses, plus que des développeurs techniques. Ça veut dire, c'est sûr, avoir un super développeur Node.js qui fait des choses extraordinaires derrière, c'est très bien. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, en fait? Ce qu'on veut, c'est surtout délivrer l'application, en fait. On aura peut-être plutôt intérêt à avoir des bons designers UX, avoir des gens qui vont plus vérifier l'enchaînement des écrans, avoir des gens qui vérifient plus le process et tout ce qu'on fait derrière que vraiment des as de l'écriture de code. Encore une fois, ça va nous permettre de aussi utiliser des gens qui ont un peu moins de bagages techniques, mais plus de bagages fonctionnels. Je me répète un petit peu, mais c'est ça le but de l'opération. Alors, cette histoire de low-code, ça peut se symboliser comme ça. Alors ça, c'est un exemple. Je vous ai donné, par exemple, l'idée d'une page écrite en low-code, d'une application low-code simple. Là, c'est une seule page, en fait, qui contient l'affichage de personnes. Voilà comment se symbolise sur la gauche. Voilà, c'est très simple, une petite arborescence avec, vous voyez, des objets comme une navbar, un titre, et ainsi de suite. Pour info, voici à droite le même code qu'il aurait fallu écrire si on avait dû faire ça à la main. Alors, je triche un petit peu, il y a une petite partie en commentaire verte sur la droite, d'accord, c'est vrai. Mais vous allez voir que justement, on va pouvoir justement très facilement augmenter la quantité de code écrite grâce à ça. C'est mathématique, hein. Il y a un rapport entre 10 à 50, en gros, entre le low-code et le code écrit. Donc, en tout cas, sur la plateforme Convertibo. Sur d'autres plateformes aussi, sans doute, mais sur la plateforme Convertibo, c'est le cas qui est derrière. On va, tout à l'heure dans la démo, on va essayer de voir un peu plus en détail cette chose-là, mais on voit tout de suite le rapport de code à écrire. Alors c'est pas que nous qui disons que le low-code, c'est hype. Il suffit de faire une petite recherche sur le net. Vous allez voir, ça c'est Google Trends en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette techno de Google qui permet de regarder un peu ce qui se passe au niveau des mots-clés. Voilà la courbe d'intérêt du low-code mondial aujourd'hui, comment les gens cherchent cette chose-là. Donc on commence à s'intéresser à cette technologie depuis 2016 à peu près, donc ça fait 4 ans que ça monte. En gros, les acteurs existent de plus en plus sur le marché, dont nous bien sûr. Et ce n'est plus quelque chose d'hypothétique, c'est de la réalité et c'est utilisé dans des projets aujourd'hui dont on va voir tout à l'heure. Alors, le but, hein, c'est bien sûr l'augmentation de l'agilité de l'entreprise, ça c'est évident, on l'a dit tout à l'heure, diminution des délais de livraison, je développe moins, donc je livre plus vite, hein, c'est évident. Augmentation du ROI, évidemment, return sur investissement, ça va beaucoup plus vite. On investit moins, donc j'ai plus de retours. Et la diminution des frais de maintenance, on en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, ce n'est pas encore ce que nous disons seuls. Gartner, on parle aussi. Alors, Gartner, ils font beaucoup de prévisions, ça c'est vrai. Ils n'ont pas toujours raison, ça c'est vrai aussi. Mais quand même, ils ont quand même quelques petites idées sur la question. Et en général, leurs retours sont plutôt écoutés. Il suffit de voir combien de monde se balade au symposium Gartner chez les DSI. Quand ils en font leur symposium par an, ça veut dire à peu près, quand même, les gens les écoutent un peu. Mais bon, on n'est pas obligé de prendre ces chiffres vraiment à la lettre, mais on montre une grosse tendance, en fait.
65% des applications en 2024 seront développées dans des technologies low-code. Ok, donc c'est quand même considérable. C'est pas 3 applications, c'est beaucoup d'applications. Donc ça veut dire de plus en plus, les gens commencent à penser que pour construire des pyramides, c'est mieux d'avoir des grues que d'avoir des gens qui tirent des pierres avec des fouets, quoi. C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on va quand même mieux avec des outils que sans outils. C'est assez évident. Et d'autre part aussi, un autre point qui est vraiment intéressant, c'est cette idée que la presentation layer, l'interface utilisateur, donc le UX, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose de clé et on va pouvoir faire ces interfaces utilisateurs sans développeurs sophistiqués front-end. Ça aussi, c'est un problème, c'est que pour développer des interfaces utilisateurs aujourd'hui, il faut quand même pas mal de technologies. Une plateforme low-code permet de réduire cette chose-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez lire dans ce fameux document-là, le Future of Application Architecture. Voilà ce qu'on pense le Gartner. On commence, nous, à voir, ce n'était pas le cas il y a 2 ans, mais aujourd'hui, on commence à voir des appels d'offres, des RFP, en disant « je cherche une plateforme low-code ». Voilà, ça n'existait pas il y a 2 ans. Maintenant, ça existe. Et maintenant, ben voilà, c'est simple. Alors maintenant que la meilleure gagne, ça c'est un autre problème, bien sûr. Mais cette chose-là commence à exister maintenant. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, le low-code était vraiment cantonné aux petites applications départementales, vraiment le petit truc qu'on faisait dans son coin, petit service qui faisait une petite appli, voilà, ça c'était comme ça qu'on faisait du low-code. On dit ah oui, mais ça c'est pas important, c'est pas stratégique, bon c'est pas grave, on va utiliser cette histoire-là, c'est rapide, c'est sympa et tout ça. C'était avant. On s'aperçoit que des grosses applications d'entreprise aujourd'hui sont faites comme ça. Des applications scalables, des applications qui montent à des dizaines, des milliers d'utilisateurs, commencent à pouvoir être faites en low-code aujourd'hui grâce à l'évolution des plateformes. Bon, il faut comprendre que ces plateformes-là, c'est plus des petits outils de développement sur un PC, hein, ça devient des vraies plateformes entièrement intégrées dans le cloud, avec de la scalabilité genre Kubernetes, qui est complètement capable de scaler d'une manière horizontale et verticale. Donc, on rentre tout à fait dans un autre niveau de ce qu'on pouvait faire il y a 4 ou 5 ans dans des petites applications faites par un gars dans son coin sous Excel, quoi, hein. D'accord? Donc là, on rentre vraiment dans l'entreprise, dans l'informatique, dans l'architecture générale d'une grande entreprise pour ce genre de plateforme low-code. Alors, les fameuses idées reçues. Alors, donc, ça, j'y tiens, parce qu'il faudrait un peu démystifier cette affaire-là. Donc, vous entendrez souvent dire ça. En gros, les applications low-code, c'est très sympa, mais je ne peux pas vraiment ce que je veux faire. Ça veut dire que ça va me limiter. Je ne peux pas faire ce que je fais comme application de mon choix. Alors, peut-être, ça dépend des plateformes, je dirais, mais certaines plateformes permettent de faire vraiment toute application business B2B, B2C. Et je parle bien B2C aussi, hein. On peut faire des applications au grand public en low-code sans aucun problème là-dessus. Peut-être, je dirais qu'une seule chose où peut-être on pourrait être un peu limité, et encore, ça peut se voir, c'est sur certaines applications, par exemple des jeux vidéo ou des choses comme ça, mais qui sont absolument pas dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la DSI, en fait. Mais entre tout ce qui est vraiment application métier, vraiment aucune limitation. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors aussi, d'autres idées. En gros, le low-code, c'est bien, mais j'aurais jamais une application de la qualité avec la fluidité de l'interface utilisateur qui va bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'était peut-être vrai il y a quelques années encore, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui, en fait. Il y a des frameworks sur lesquels on peut s'appuyer, ce qui est le cas, par exemple, de la plateforme Convertigo, extrêmement performant. Donc, par exemple, le framework Angular est extrêmement performant aujourd'hui. Les animations sont vraiment faites directement sur le GPU des mobiles. Le code JavaScript qui serait exécuté est exécuté et précompilé par les compilateurs just-in-time qu'on a aujourd'hui dans ces machines. Tout ça, c'est entièrement compressé, précompilé avec vraiment de très bonnes performances. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais 43% des applications Google Play, hein, tout ce que vous trouvez sur la Store, c'est basé en techno-hybride en fait, hein. Donc Gmail, Instagram, plein de choses, Evernote, toutes ces applis-là, c'est des applications hybrides que vous utilisez tous les jours et personne ne se plaint de la performance ou pas de ces applications-là, hein.
Twitter aussi, entre parenthèses, c'est fait aussi en hybride. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment… voilà. Alors, il y a des plateformes de code qui ne s'appliquent pas sur l'hybride. Alors, c'est peut-être des concurrents à nous, mais on s'appuie sur la technologie hybride pour faire la partie front-end du low-code. Et je peux vous garantir que la performance est au rendez-vous, en fait. Alors, autre idée reçue, ah oui, mais si je fais du low-code, je ne peux pas utiliser tout ce qui va bien dans mon mobile. Voilà, je ne peux pas utiliser la caméra, je ne peux pas utiliser le GPS, je ne peux pas utiliser le Bluetooth. Je peux pas… Non, c'est pas vrai. En fait, on peut vraiment utiliser tout ça. En fait, il y a plus de 4900 plugins qui existent aujourd'hui qui nous permettent d'accéder directement sur ce truc-là. Alors, il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Alors, je ne sais pas très bien comment on fait pour… Alors, peut-être qu'il doit taper dans le chat, alors, dans ce cas-là. Ah, je ne sais pas. Si vous avez une question, peut-être dans le chat. On aura une séance de questions-réponses à la fin, de toute façon. Ouais. Voilà, donc ça aussi, c'est un point sur lequel on veut insister. Le code n'est pas forcément quelque chose qui ne permet pas d'utiliser les périphériques mobiles. Alors, une autre question qui arrive souvent, ah oui, mais si j'utilise une plateforme low-code, je vais enfermer mon entreprise dans une technologie non standard et je ne vais jamais pouvoir en sortir. Ah oui, alors ça, c'est vraiment une question très, très courante. On se pose souvent la question là-dessus. Alors, je dirais c'est faux, mais je vais nuancer. Je veux dire, c'est faux, mais ça dépend de la plateforme. Il y a des plateformes sur le marché, effectivement, on rentre et on est un peu coincé parce que c'est cette plateforme-là et c'est tout. D'autres, justement, essayent d'être ouvertes et de ne pas vraiment de limiter les choses. On essaie de faire le maximum. Alors, notamment, bon, on peut dire en ce qui concerne Convertigo en tout cas, déjà, un point important, c'est que la plateforme Convertigo est open source. Ça veut dire, quel que soit ce qui arrive à Convertigo, donc par exemple, je sais pas, Convertigo se fait racheter par Oracle, puisque je parle de cela, parce qu'en général, ils ont tendance à multiplier les prix quand ils rachètent les entreprises. Ben voilà, donc la techno existe toujours, un fork peut se faire de la plateforme Convertigo par d'autres personnes, et la technologie peut continuer à vivre. Vraiment, et ça c'est très important, c'est-à-dire que le produit est vraiment vit d'une manière un peu différente de l'entreprise qui l'a créé. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment un des aspects intéressants du low-code, de l'open source, en fait, cette partie-là ouverte. Et puis après, un autre point, certains produits, en gros, eux-mêmes s'appuient sur des technologies standards. Notamment, si je parle de Convertigo, on va, nous, plutôt s'appuyer sur Angular. Vous voyez, l'application front qui sera là, c'est une bête application Angular, tout à fait maintenable à la limite, même sans Convertigo, par la suite, si jamais Convertigo n'est plus utilisé dans l'entreprise un jour, en fait. Donc, en fait, ça, c'est pour réduire d'une manière assez significative le vendor lock-in, en fait, le fameux, voilà, les fameuses menottes, là. Hein, donc, on veut pas ça. Et puis après, un point qui est très important, les développeurs. Alors ça, c'est aussi une fausse idée. Les développeurs ne sont pas valorisés parce qu'ils font de low-code. Alors là, non, détrompez-vous, pas du tout, pas du tout. Un développeur low-code est plus efficace, il développe plus pour moins de temps. Donc tout simplement, son TJM est augmenté. Ça, c'est très simple. Alors après, moi, j'ai mis entre parenthèses son salaire aussi, mais ça, c'est un détail. Hein. Ça, s'il est indépendant, il va s'augmenter son salaire. S'il travaille dans une grande boîte de service qui est compréhensible sur le TJM aussi. Il est clair que plus on monte dans le fonctionnel, plus on monte dans les couches, plus le TJM est augmenté et plus le développeur est valorisé. Vraiment, on l'a remarqué dans plein de quoi. Je pense que, à la limite, je serais ravi d'avoir des questions-réponses sur ces questions-là, si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. Mais je serais ravi d'en débattre. Hein. Franchement, c'est le but. Voilà, donc un peu ce qu'on peut parler du low-code. Voilà, donc Hervé, parce que toi aussi, tu as des idées sur la question. Oui, tout à fait. Alors, on peut faire un certain nombre de recommandations générales, qui, bien sûr, ne sont pas forcément différents des autres projets, mais quand même. D'abord, on va pouvoir démarrer sur les interfaces. Alors ça, c'est très important parce que on va démarrer sur du concret, on va démarrer sur des choses que les utilisateurs vont voir, et en plus, on est sûr que c'est ça qu'on va voir, hein, parce que dans certains projets, on présente des interfaces, des maquettes, etc., mais c'est pas toujours ça qui est produit en finale, alors que là, c'est différent parce que le schéma de construction est un peu particulier.
Donc, ça, c'est bien. Ça permet de réduire le délai. Ça permet donc de commencer par l'essentiel. Convertigo, que j'ai la chance de connaître un petit peu, vous permet aussi de garder la main sur les processus stratégiques. Alors, parce qu'il y a un certain nombre de particularités dans l'offre de Convertigo. Notamment, c'est une solution traitée en France, c'est une solution basée sur du cloud, c'est une solution qui permet de brancher des applications existantes. Donc, plutôt que d'aller faire un outsourcing aléatoire en termes de délai, aléatoire en termes de pérennité, vous pouvez garder la main sur des process stratégiques tout en développant très très vite et en gagnant du budget. Et comme le rappelait tout à l'heure Olivier, quand on fait un gain, un rapport de 1 à 10 sur un projet, parfois ça vaut le coup plutôt que d'aller outsourcer. Bien évidemment, il faut faire une phase de cadrage. C'est pas parce que on va être dans une démarche un petit peu plus agile. Il faut absolument passer par une phase de cadrage formelle, qui n'est pas forcément très longue, hein, dans lequel on regarde les contraintes techniques réelles, faire une analyse un petit peu plus approfondie du contexte. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont là en parallèle et avec lesquels on va avoir une intersection? Ça, c'est toujours le cas dans les grands groupes. Moi, j'ai fait beaucoup d'AMOA dans les grands groupes. Dès que vous démarrez un projet, vous avez tout de suite les infos qui arrivent. Ah oui, mais là, on a un autre projet en parallèle. Alors, quelle est l'intersection, etc. Donc, ça, c'est hyper important. Les flux entre les applicatifs, forcément, il faut analyser tout ça. Les contraintes métiers précises. Les processus prioritaires, c'est très important d'avoir une approche processus, puisque après, on va se caler sur les interfaces. Donc, ça va permettre d'aller présenter des interfaces en fonction des processus. Et ça, c'est très concret pour les gens qui sont sur le terrain. Parce que dans beaucoup de cas, et dans les exemples qu'on verra tout à l'heure, ce sont des applications qui sont très, très concrètes et utilisées par les gens de terrain. Et puis, le budget, bien évidemment, qu'il faut analyser dans la phase de cadrage. Bon, ça, c'est assez classique en informatique. Ok. Voilà, alors, on a parlé beaucoup de low-code. Ça, c'est un point dont on a bien expliqué, je pense. Mais en fait, ce fameux no-code, alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là de no-code? Ça existe aussi, en fait. C'est la promesse de pouvoir vraiment faire des applications, alors carrément sans développer, carrément. Voilà. Donc, on peut faire des applications sans développeur. Alors, ça marche, oui. On peut le faire. D'ailleurs, nous, Convertigo, on a une offre dans ce domaine-là. Ça s'appelle Convertigo Forms, ça existe. Mais ça va être réservé à des applications simples. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir écrire Instagram avec ça. Je ne vais pas pouvoir faire ma CRM avec ça. Je ne vais pas pouvoir vraiment faire ce genre d'application. Mais si on réfléchit à des applications simples qui sont en fait souvent les mêmes en fait, la saisie de formulaire, de données, l'affichage de données dans du tableau, l'affichage de champs, pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très 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 bien faire en no-code. Et donc, nous, on a pensé, et c'est l'offre Convertigo Forms, de pouvoir justement offrir cette capacité. Alors, pas la même souplesse, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec du no-code. Mais alors, c'est quoi la bonne solution en fait? La bonne solution, c'est combiner les deux. Pourquoi pas? Imaginez que vos applications low-code, elles peuvent tout simplement à tout moment intégrer, par exemple, des formulaires no-code dedans, qui profitent de tout l'avantage de ça, de leur souplesse, de la capacité d'être créés par des non-développeurs, et ainsi de suite. Ça, c'est par exemple notre idée pour vraiment combiner les deux. Alors, entre parenthèses, pour vous montrer quand même les choses que c'est clair, la technologie no-code de Convertigo, elle-même, est écrite en low-code Convertigo. En fait, on a utilisé notre propre technologie low-code pour développer le Convertigo Forms. C'est pour bien montrer que la partie low-code de Convertigo, on peut faire ce qu'on veut comme application. Alors, on fera un petit démo de cette partie-là aussi dans la suite. Tout ça, ça nous amène au cas concret.
Et donc, on voudrait donc tout simplement démontrer ces choses-là. Donc, les applications qui vont bien. Alors, on va commencer par la première démo, c'est l'application Retail qui permet de faire, en gros, la vente en magasin. On n'est pas dans l'e-commerce, hein, on n'est pas en train d'avoir une application B2C avec des internautes, enfin des mobinautes qui se connectent à l'application. Là, on est plutôt dans des vendeurs en magasin qui conseillent les clients et qui permettent de faire une vente totale, vérifier les stocks, aller chercher les produits et directement faire le paiement et tout ce qui va bien directement sur cette chose-là. Alors, je vais vous montrer cette application. On va simplement arrêter le partage ici et je vais devoir partager une autre application. Voilà. Donc, comme celle, hop, inbox. Voilà. Et donc là, normalement, vous devriez pouvoir voir l'application en question. Oui, on la voit. Vous l'avez. Bon. Alors ça, c'est une application donc de vente. Vous allez reconnaître le client qui est derrière assez facilement. Je vais donc browser le catalogue de cette appli. Donc vous voyez ici, voilà, ça c'est ici le catalogue. Donc on va regarder ici, par exemple, les TV. Voilà. Donc là, on fait une interrogation directement au back-end pour avoir la liste de toutes les télévisions. Voilà, donc ça, c'est directement. Alors, ce que je montre là, c'est une démo temps réel. Hein. Ça veut dire que la donnée qui est derrière, c'est de la vraie donnée qui vient de… On va voir le détail d'une télévision. Vous voyez ici ce genre d'interface utilisateur avec les avis, les services associés, les caractéristiques, tout ça, donc pour vous montrer à quel point donc, la fluidité est derrière, la description claire. On va voir si les produits sont dans les stocks. Donc, ça, c'est un truc qu'on ne peut voir qu'en stock seulement. Donc, ça, c'est pas très intéressant. On va aller voir si une autre application, un autre produit existe. Donc là, c'est le back-end qu'on attend. Voilà. Donc, un petit peu de description encore de produits. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un peu de stock sur celui-là? Oui, là, ici, donc la liste des magasins, là où il y a du stock, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est pour montrer que l'interface utilisateur, quand même, est quand même tout à fait fluide et n'a rien à envier à une application qui ne serait pas faite en low-code, en fait. Hein. Donc, ça, c'est vraiment… D'ailleurs, vous remarquez aussi que le look and feel est entièrement adapté à ce que fait l'entreprise. Hein. Donc, voilà, ça ne ressemble pas spécialement à une application faite avec une sorte de carcan graphique qu'on ne pourrait pas changer. Donc, la charte graphique est absolument ouverte. C'est aussi pour montrer que tout ça, ça rentre entièrement en phase avec des outils modernes, du genre le scanner le scanner de code barre. Alors, j'ai pas trop de code barre à scanner ici, mais ça, vous pourrez le scanner. Et donc, ce genre de choses. Là, on ne pourra pas démontrer ça parce que c'est un peu compliqué. Il faut un terminal carte bleue pour faire une vente. Mais c'est interfacé directement avec la monétique, avec les terminaux carte bleue, avec des imprimantes Bluetooth qui permettent d'imprimer les tickets de caisse et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour montrer qu'une application low-code comme Convertigo peut être vraiment faite avec ce genre d'interface utilisateur. Alors, on va parler un peu de cette appli. Elle avait été initialement développée en technologie classique. C'est une application qui a mis à peu près 2 ans et demi à 3 ans à être développée à l'origine, avec toutes les fonctionnalités nécessaires. Il se trouve que le client a dû tout simplement redévelopper l'application puisque ben voilà, ça fait partie des choses dont on parlait tout à l'heure. Le prestataire de service qui a fait cette application a sans doute très très bien travaillé. Et quand on lui a dit qu'il fallait que l'application soit maintenant compatible avec les dernières versions d'Android et que les dernières versions de terminaux, ainsi de suite, il dit bah oui, ben, tout ça, toute l'équipe qui a fait l'application, elle est cassée, là, ça fait 3 ans, elle n'est plus là. Donc il faut la reconstituer. Donc je dois remonter une équipe, tout ça, voilà. Donc ils sont aperçus que le coût rien que pour faire évoluer cette application, ça coûtait une fortune. Donc, ils ont préféré la redévelopper en low-code, ce qu'ils ont fait. Et ces 3 ans de développement d'application se sont transformés entre 8 et 9 mois pour refaire exactement la même application. Et maintenant, maintenable par eux-mêmes directement, ce qui change tout, bien sûr. Hein. Ils ne sont plus obligés de dépendre d'outsourcing pour faire ce genre de choses. Donc ça change beaucoup.
Alors voilà, donc ça c'est un exemple très concret d'application low-code que vous pouvez avoir hein, si vous allez dans cette enseigne là acheter. Alors je ne vous conseille pas d'y aller aujourd'hui parce qu'a priori à partir de tout à l'heure vous allez avoir des ennuis si vous allez là. Mais là dans 2 mois j'espère qu'on pourra y aller un peu avant. Et donc vous verrez cette application tourner. Ok. Voilà, donc ça c'est une des premières démos qu'on peut montrer. Alors une autre démo qu'on va montrer c'est cette démo là. Donc, il s'agit ici. Alors, avant que tu passes à la démo suivante, Olivier, donc la première application qu'on vient de voir, là, elle est utilisée actuellement donc, dans tous les points de vente Oui. par tous les collaborateurs, ce qui en représente combien de milliers de collaborateurs? Alors, ça fait actuellement 3000 personnes qui utilisent ça aujourd'hui. Ouais. Donc, Ouais. et qui l'utilisent sur tablette directement dans le rayon. Hein. Smartphone, ouais. Ouais. Tablette et smartphone. Ouais. Dans tous les points de vente, disons, de cette enseigne. Absolument. Alors là, c'est une banque qui s'intéresse beaucoup à l'intégration AI, aux chatbots et aussi donc à la synthèse et la reconnaissance vocale. Voilà, donc la banque commence à s'intéresser à ce genre de choses. Et aussi, par exemple, à l'authentification forte, notamment tout ce qui est empreinte digitale ou reconnaissance faciale ou des choses comme ça. Donc là, on va authentifier l'utilisateur. Donc je me connecte, je me connecte avec mon application et on me dit de tout simplement me connecter. Alors je vais choisir en fait l'empreinte. Alors je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, mais je vais mettre mon doigt là sur l'empreinte digitale. Hein. Voilà, hop. Et voilà, donc là, j'ai authentification réussie. Donc, je peux bien me connecter sur mon appli. Donc là, j'ai un certain nombre de comptes que je vais pouvoir consulter. Alors, pour info, cette application est réelle. Les données qui sont derrière sont fausses, évidemment. Par contre, elles sont fausses, mais elles viennent d'un vrai back-end bancaire, notamment dans ce cas-là, Temenos. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Temenos, c'est un des ERP banques les plus diffusés en Europe. En gros, toutes les banques de moyenne taille utilisent pratiquement la technologie Temenos. C'est en gros un ERP bancaire standard. Donc là, cette application discute directement avec Temenos et on va prendre les données. Par exemple, si je vais demander des détails sur ce compte-là, là, on va poser la question. Donc, on a la donnée avec ici les balances du compte qui est apparemment… Ah, tiens, c'est Coca-Cola. Bon. Alors, je vous rassure, c'est des fausses données. Hein, mais il y a eu un véritable échange, en fait. Hein, on a vraiment été demandé les données. Donc ça, typiquement, voilà, une intégration bancaire complètement faite de cette manière-là. Maintenant, pourquoi ne pas rendre ça plus moderne? Et on va directement, pourquoi passer au chatbot et de regarder directement avec de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale. Alors, on va augmenter un peu le son pour que ça soit plus clair. Et on y va. Donc, je vais demander la liste des comptes que je gère. Hein, donc, on y va. Account. Alors, il parle anglais. Hein, donc là, voilà. Your account number list is 21,261 and 84,538 and 10,995 and 78,026. Voilà, donc ça, c'est le dialogue qui a été fait là. Il y a eu la reconnaissance vocale. Donc après, nous avons invoqué le moteur d'IA de Amazon. C'est Alexa, en fait, qui est derrière, hein, donc, qui a trouvé, reconnu la donnée et qui a appelé après les services low-code de Convertigo qui eux-mêmes ont appelé Temenos pour avoir la liste des comptes qui vient derrière. Alors moi, je voudrais la position d'un compte. Hein, donc, je vais demander position. For what account number do you want your position? It has to be in the form 21,261. Alors, ben, on va demander pour 10995, hein, parce qu'on l'a vu déjà là. 10995. Voilà, donc l'interrogation. Your account position is the following for Coca-Cola. Cleared balance, $13,568,987 US and 43 cents. Usable balance, $13,003,103 US and 90 cents. Working balance, $13,014,987 US and 43 cents.
Les 43 centimes sont indispensables, hein, bien sûr. Hein. C'est important de savoir qu'il y a 43 centimes sur les 13 millions. Là. Voilà, donc voilà un petit exemple. Donc tout ça, encore une fois, c'est fait en low code. Okay, pas de programmation complexe, pas de cryptographie, tout ça. La plateforme low code, elle, intègre tous ces mécanismes de reconnaissance vocale, voilà, donc, ou de connecteurs, par exemple, vers Alexa. Là, c'est un connecteur dans la plateforme Covertigo qui nous permet de directement discuter avec l'IA, enfin l'intelligence artificielle, le chatbot d'Alexa qui va derrière. Alors, dire que le chatbot, c'est de l'IA, c'est un peu exagéré quand même, mais disons que le chatbot, on va dire. Okay, voilà. Voilà donc une deuxième démo qu'on voulait montrer là-dessus. Voilà. Alors maintenant, une troisième démo, c'est simplement montrer à quoi ça ressemblerait un outil de développement code. D'accord. Donc, on va partager l'écran. Et je vais partager l'écran avec… Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu… La manipulation, pas toujours facile pour partager les écrans. C'est ici. Partage l'écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran qui va bien? Oui, c'est bon. Hervé, confirme, oui, c'est bon. D'accord. Alors ici, nous avons l'outil qui nous permet donc de travailler sur une application donnée. Là, on a, par exemple, fait une application qui s'occupe d'afficher les dernières nouvelles du jour, donc ici. Donc là, vous voyez, il y a ici, on va changer ces choses-là. Vous voyez, on va tout simplement webinaire de code, donc du 17 mars. Voilà. Donc quand je change. Et donc là, en temps réel, bien sûr, mon application va se mettre à jour. Changer ici le code 17 mars. Là. Donc voilà, du 17 mars. Peut-être que si j'en mettais, je parle italien là, c'est mieux que si je mets un du. D'accord. Ok, donc ça c'est une chose. Vous voyez aussi, par exemple, que là j'ai une animation intéressante sur mon image. On va aller par exemple changer l'animation. On va dire ici que l'animation c'est plus wobble, mais on va dire que l'animation ça sera peut-être un flip in Y par exemple. Donc là, mon application, donc mon news, il va arriver d'une manière un peu différente. Donc là, je vais avoir click into get news. Et en fait, vous voyez que là, je n'ai pas les nouvelles parce que c'est du texte en dur. Effectivement, si je regarde mon application, chaque fois que je vais regarder ici voilà, je retrouve ici mes nouvelles, checklist. Et je vais trouver, par exemple, le paragraphe qu'ici, il y a écrit texte dedans, et le H1, j'ai écrit texte. Donc, ce n'est pas exactement ce que je veux. Alors, on va juste montrer comment, avec un outil low-code comme ça, on va pouvoir vraiment mettre les vraies données dans la page. Donc, tout simplement, donc, si je vais sélectionner ma page, on va se mettre sur l'itération courante. Et donc, on va dire que le titre doit représenter le titre. Hein, donc, on va prendre le titre et on va le drag and dropper directement dans le H1. Voilà comme valeur texte. La description, on va la dropper dans la description, dans le paragraphe. Voilà. Et ce qu'on doit faire aussi, j'ai une image, je crois. Donc, l'image, on va la mettre dans l'image. Mais cette image-là, on va dire qu'on a plusieurs attributs, sa largeur ou quoi que ce soit, mais là, c'est sa source, hein, donc vraiment la source de l'image. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ce qui fait que si je fais Get News, donc là, j'ai bien donc, les nouvelles de mon application. Hein. Donc, on peut voir si cette application, à quoi elle ressemblerait sur un device de type Android ou un iPhone 10. Ça ressemblerait plus à ça sur un iPhone 10. Voilà. Ou je pourrais le voir sur un iPad, par exemple, à quoi ça ressemblerait sur un iPad. Non, sur un iPad, ça ressemblerait plus à ça. Voilà. Donc ça, c'est la même vision sur un iPad. On pourrait le voir aussi en mode horizontal ou vertical. Hein, donc, une fois que mon application est faite, on va tout simplement pouvoir la déployer donc, sur un serveur pour être exécutée. On va lui donner un numéro de version, on va lui donner un serveur
et on va déployer sur ce serveur. Donc là, l'application se déploie sur le serveur. Voilà, ça peut prendre à peu près 20 ou 30 secondes en fonction du réseau. Ouais, donc, comme vous voyez, c'est des nouvelles d'aujourd'hui. Hein. C'est pas des nouvelles fake. Hein. Et alors là, quand on dit sur un serveur, c'est un serveur Convertigo, c'est un serveur du client? Alors, c'est sur le serveur cloud du client. Voilà, c'est sur l'environnement cloud du client, donc qui tourne dans le cloud. Hein. Donc, vous voyez ici, c'est Wito Cloud Convertigo qui est ici. Et donc là, donc, on va avoir ce projet-là sur le serveur qui est ici. Et on va pouvoir donc tout simplement visualiser donc notre projet. Et donc, le voilà. Et donc, ici, nous avons notre appli qui est disponible, d'ailleurs, sous la forme d'une web app directement. Donc, ceux qui ont, par exemple, un QR code reader sur leur téléphone peuvent scanner ça. Voilà. Et donc, vont avoir l'application directement. Donc, c'est live, hein, c'est directement. Donc, moi, je peux le faire ici avec mon téléphone, mais ce sera plus intéressant que vous le fassiez vous-même. Et entre parenthèses, en cliquant simplement ce bouton-là, Build Mobile Platform ici, ou celui-ci, Build Mobile Platform celui-là, on va donc générer non pas l'application web, mais carrément l'application Android hein, sous forme d'un APK ou l'application iOS sous forme d'un IPA. Donc, c'est la plateforme qui va s'occuper de ça automatiquement pour le faire. Vous voyez, il suffit de cliquer ces deux boutons-là. Bien sûr, ça, c'est un peu à la main. On peut intégrer ça dans des CI du marché. Ça se passe automatiquement. Bon, ça dépasse un peu le cadre de cette petite présentation d'aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est chose. Est-ce qu'il y en a qui ont scanné le QR code là? Oui. Si oui, est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans le chat? Voilà. Bon. Bon, sinon, c'est pas grave, on va passer à la suite. Voilà. On peut faire ici, moi je peux le faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voici à quoi ressemblerait l'application. Hein, elle est là. On va la montrer en mode, voilà. Donc on va la montrer par exemple en mode iPhone. Voilà, ça ressemblerait à ça. Vous retrouvez exactement la même application que tout à l'heure en fait. Hein. Get My News. Voilà, voilà. Donc ça, c'est simplement pour montrer que l'application maintenant est disponible pour tous dans le cloud. C'est ça le principe. Donc, la dernière démo qu'on peut montrer, c'est la démo donc, du zéro code. Okay. Alors, on va passer à cette là. Je vais arrêter le partage à 2 minutes pour pouvoir passer sur l'autre application. Et on peut inviter les participants aussi à préparer leurs questions par oui, voilà, le petit bouton que vous devez avoir en bas de l'écran quand vous descendez la souris. Parfois, la barre se masque hein, quand la souris n'est pas dessus. Vous avez une Q et R pour questions-réponses. Et si vous voulez commencer à préparer les questions pour tout à l'heure. Alors, je vais passer de présentation pour partager un écran. Alors, lequel écran on veut partager? C'est celui… Oui, c'est celui-ci. Donc, vous voyez ici l'écran qui est là. Donc là, il s'agit… Ah oui, Olivier, on disait il y avait des remarques comme quoi, en fait, le QR code, on ne l'a pas vu. Ah bon? Bon. Mais ah, bon, oui. Bon, c'est dommage, mais on continue quand même. D'accord, vous l'avez pas vu le QR code. Hein. D'accord. OK. Ben, c'est un peu normal. Alors, ce qu'on va faire, si ça ne vous gêne pas, je vais le représenter parce qu'en fait, tout simplement, on avait changé d'écran. Oui. On ne pouvait pas, voilà. Donc, il était là. Excusez-moi, il n'était pas visible, ce QR code. Il était là. Ouais. Voilà. Il est là. Et ça marche. Je viens de le scanner. Voilà. Vous avez les nouvelles du jour. Voilà.
Très bien. Bah, petite erreur de manip. Excuse. Effectivement, quand on change d'application, il faut présenter cette application. Le webinaire ne montre pas l'écran lui-même, il montre une appli par appli. Alors, donc, effectivement, c'est un peu différent. Donc, ce qui me permet de changer d'écran ici, et là, de passer directement celui-là. Donc, est-ce que vous voyez bien cet écran-là, par contre? Oui. Bon, ouais, c'est bon. Donc là, vous avez ici ce qu'on appelle le formulaire qui nous permet, par exemple, d'écrire, de développer des formulaires en mode zéro code. Alors là, on quitte le monde du low code pour rentrer dans le monde du no code. Hein. Donc voilà. Et donc ici, par exemple, là, c'est un exemple, c'est un aéroclub là, que je connais bien, qui tout simplement organise des sorties pour aller faire des voyages. Hein, voilà. Et donc là, le 29 mars 2020, on fait un formulaire pour aller au Tréport, donc sur la côte en Normandie. Hein. Et donc, c'est une sortie, le Tréport. Donc, voici le formulaire et on va l'éditer. Donc, voilà. Donc, voici le formulaire tel qu'il est. C'est un formulaire, il est là. Et donc, nous allons, voilà, il y a des champs qu'on va pouvoir modifier. Donc, ici, par exemple, l'email de la personne qui va nous intéresser, le numéro de téléphone, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Par exemple, là, il y a une grille de choix qui nous permet, par exemple, de choisir sur quel avion on va voler. Hein. Si on aime bien le DA40, alors on peut toucher, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour construire le formulaire. À tout moment, par exemple, je vais pouvoir rajouter un champ dans le formulaire. Je vais, par exemple, rajouter une signature, au drag and drop de la signature. Voilà, elle est là. Tiens, je dirais que cette signature, elle est sympa, mais il faut la mettre plutôt avant, voilà, ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, je n'ai pas besoin d'un grand développeur pour faire ça. Hein, c'est n'importe qui peut modifier des choses dans ce formulaire. À tout moment, je peux faire un aperçu de mon formulaire et voilà à quoi il ressemblera quand il sera diffusé et quand il sera visible. Et n'importe qui peut le voir à la fois sur son desktop et bien sûr sur son mobile, directement sur son mobile, avec une interface. D'ailleurs, la signature que j'ai mis ici, c'est pour signer ma réponse, hein, donc pouvoir signer ma réponse là. Une fois que m'a donné, je vais l'envoyer. Voilà nos codes. Comme on est un peu sur la fin de la présentation, pour tenir les temps, on a une question, je vais te la lire, de la part de Alain Faure. On parle souvent de ROI et de productivité. À combien est-ce estimé? Est-ce que vous avez des retours d'expérience à ce sujet, sur le projet total, sur la partie dev? Alors, je peux parler du projet sur le retail qui est derrière. Je vous ai dit, un développement qui a duré 3 ans a été compressé en 9 mois. Donc, ça vous donne une petite idée qui est derrière. Là où il faut être aussi un peu, comment dire, logique aussi, c'est que comme l'application a été refaite, une partie, on est reparti de l'UX d'origine. Ça veut dire que tout le travail de design de UX n'était pas à refaire. Donc, il est vrai qu'il y a un peu de temps qu'on a gagné grâce à ça aussi. Mais quand même, les chiffres sont là. Voilà. Donc ça peut donner une bonne idée de cette chose-là. Et surtout, pour bien montrer qu'on est arrivé à une qualité d'application tout à fait correcte, malgré le fait qu'on ait passé que 9 mois à la faire. Oui. Alors, concernant la question générale sur le ROI, hein, donc en général, le ROI, on le calcule en nombre d'années, en faisant apparaître, je dirais, en combien d'années on amortit l'investissement. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas et c'est projet par projet. Mais bien évidemment, si l'investissement initial est divisé par 3, par exemple, bien évidemment, le ROI sera amélioré d'autant. Ouais. Il faut voir. Alors, est-ce qu'on a une autre question d'Olivier Le Gouanvic. Existe-t-il des fonctionnalités de gestion de mode déconnecté sur mobile? Ah, ça, c'est très important, ça. Oui, merci beaucoup d'avoir posé la question. On n'en a pas trop parlé parce que c'était pas forcément, on n'a pas le temps de parler de tout, mais fondamentalement, oui, alors une plateforme, toutes les plateformes low-code ne se valent pas, mais la plateforme ProVertigo, elle, permet de faire de mode déconnecté sur mobile en low-code, oui, absolument. Ça, c'est vraiment clair. Oui, oui. Les applications
Je peux vous citer par exemple un de nos clients qui est tout simplement la SNCF. Voilà. Toute l'application de maintenance du réseau roulant est basée sur Convertigo aujourd'hui. Donc, c'est des dizaines de milliers de tablettes qui se baladent un peu partout. Et eux, ils doivent faire la maintenance et se synchroniser après pour ne pas. Ils n'ont pas le réseau partout forcément. Et l'offline est très important. Oui, oui. On a une autre question, quel est le business model, Alors, le business model est de très simple. Convertigo? Ouais, c'est très simple. Une plateforme Convertigo n'est valorisée que par le nombre de devices qui font tourner les applications mobiles qui sont derrière. Donc, un device, c'est donc un smartphone, une tablette, un écran web d'ailleurs, c'est un device aussi comme un autre. Mais ça, c'est quel que soit le nombre d'applis et quel que soit le nombre de développeurs. D'accord. Il n'y a aucune limite sur le nombre d'applis, le nombre de développeurs qui utilisent la plateforme, ce n'est pas le problème. La seule chose qui est intéressante, c'est combien de devices font tourner les applis. Voilà. C'est un modèle tout simplement sur un coût au device par mois. Voilà, très simple. Le débarrage de Vertigo Cloud, c'est 15 euros par device par mois. 15 euros par device par mois. Et avec ça, il y a tout ce qu'il faut, du dev à la maintenance, tout ce qui va bien, entièrement intégré dans la plateforme. Évidemment, ça, c'est pour des petites quantités. Quand on arrive à des grandes quantités, ben, ça peut baisser à quelques. Allez, ça peut aller pratiquement à 1 euro par device par mois. Donc, après, sur des très, très, très grandes quantités, on discute. Voilà. Mais c'est ça le device model. C'est très simple. On ne paye pas le développement. On ne paye pas le développement. Alors, question suivante, comment étendre les applications pour accéder à du matériel pour lequel il n'existe pas de plugin avec votre technologie? Alors, la réponse est très simple. On écrit un plugin. Voilà. Par exemple, un scanner optique. Un scanner optique. Il y a de grandes chances que le plugin existe. Parmi les 4900, encore une fois, la technologie back-end, enfin front-end de Convertigo est basée sur l'hybride, est basée sur la technologie Cordova. Hein, donc, ça, c'est très simple. C'est un des intérêts de Convertigo, c'est que justement, elle n'est pas propriétaire. Donc, il y a de fortes chances qu'un plugin Cordova existe pour votre scanner. Si ce n'est pas le cas, eh ben, effectivement, il faudra écrire le plugin. Ça, c'est vrai. Donc, voilà, c'est vrai. Alors, on a une nouvelle question qui revient sur le business model, mais cette fois-ci pour le form builder. Le form builder est exactement le même business model. C'est basé sur le nombre de devices. C'est le même principe. Donc, le même prix. Très bien. Donc, comme on arrive à la fin des questions, si vous voulez nous mettre un petit commentaire, soit sous forme de question, soit sous forme Il y a un de… petit sondage aussi, normalement. Je crois qu'il y a un petit sondage. Il y a un petit sondage. Tu envoies le petit sondage alors. Voilà. Donc, lancez le sondage. Voilà. Ah, mais il y a deux fois la même question. C'est intéressant, ça. D'accord. Bon, petit bug. Voilà. Et si vous pouvez mettre un petit commentaire pour dire si dans l'ensemble ça vous a plu, si vous auriez souhaité qu'on développe plus tel ou tel aspect, n'hésitez pas. Donc on arrive à la fin, à peu près dans les temps, 13h58. Donc, merci à tous pour votre temps pris sur l'heure du déjeuner. On s'interroge aussi sur la bonne heure pour réaliser ce type de webinaire. Donc, Oui, votre retour sur ce sujet peut également être intéressant, soit dans les commentaires, soit dans les questions, ce qui vous est le plus pratique. On saura intercepter les deux, il n'y a pas de souci. Ah, il y a une nouvelle question qui est arrivée. D'accord, une observation. Plutôt bien entre 12h et 14h. 12h, 14h. Ah oui, donc on est dans les bonnes. Voilà. Ouais. Ouais, Ouais. Dans le bon créneau, alors. Voilà. On a pensé que vers 18h, c'est pas une bonne idée. Et le matin tôt, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt visé ces heures-là.
il est vrai que quand on a organisé ça, on ne savait pas aussi qu'il y allait y avoir toutes ces histoires de confinement. Et que, bon, d'un autre côté, peut-être, ça c'est un point, on peut en parler, c'est que bah, justement, on va bien sûr, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qu'on va tous sortir de cette situation absolument incroyable et que ça va nous faire perdre énormément de temps sur les applis, tout ce qu'il y a à faire. Et ben, c'est la bonne occasion de voir si on faut rattraper ce temps-là. Et pour rattraper ce temps-là, rien de mieux qu'une technologie low-code pour délivrer les applications plus vite. Voilà. Donc, quand ça sera fini, donc je ne sais pas, dans 1 ou 2 mois, on verra, j'espère plutôt même. Voilà. Tout à fait. On a un commentaire de Sylvain qui dit oui, avec le confinement, les créneaux sont plus larges. C'est vrai que c'est le bon moment pour faire de la formation et de la veille. C'est le bon moment pour faire de ce genre de choses. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, Olivier. Oui, il va falloir redémarrer des choses, des projets, des activités, peut-être des nouveaux projets, hein, parce qu'il va falloir peut-être rebondir au niveau business compte tenu de ce qui se sera passé là pendant les 6 semaines, de blocage. On espère que ça sera moins, mais on ne sait pas encore. Donc ça peut nécessiter des projets en réaction et ça peut être intéressant d'avoir un délai de réactivité beaucoup plus proche, une agilité beaucoup plus grande. Donc là, typiquement, ce type de technologie est intéressante. Ok, on va garder encore 1 minute pour une question de réponse et puis on va terminer, je pense. D'accord, donc on a un certain nombre de choses dans les commentaires, aussi dans le chat. Alors, je ne sais pas, Hervé, est-ce que tu crois que tout le monde voit les réponses au sondage ou bien est-ce qu'il n'y a que nous qui le voyons? Ça, je ne sais pas très bien. Non, je ne pense pas, non. Mais on pourra éventuellement les mettre à disposition. Non, ce qui est vu par tout le monde, c'est le chat. D'accord. Donc, merci, bonne journée, merci pour la présentation, bonne journée, bon courage. Bonne journée à tous et bon courage, hein, bien sûr. Au revoir.